Bon, c'est un sujet qui te tenait mais très à cœur hein, depuis un petit bout de temps. Raconte-nous quand même un peu la genèse du projet parce que on aimerait savoir à partir de quel moment donné tu as commencé à travailler sur le sujet. Euh, Bien, je pense que c'est une histoire qui est liée à mon histoire familiale, personnelle. Parce que moi, je suis né pendant la guerre, de parents qui l'ont vécu, qu'elle a beaucoup marqué. Et donc, on a grandi en sentant qu'il y avait un silence qui recouvrait ce qui avait été vécu. C'est-à-dire, on ne parlait pas, on sentait bien, on percevait que on ne parlait pas devant nous de choses qui avaient été vécues et qui avaient été qui restaient là, quoi, qui avait une présence de la guerre qui restait là, même après qu'elle soit terminée. Et donc, moi je devais avoir 10 ans quand j'ai entendu, par exemple, le mot harki pour la première fois. Donc je ne savais pas très bien ce qu'il signifiait, qui étaient les gens qui le désignaient, mais j'ai entendu qu'il s'était passé quelque chose d'indigne, qu'il y avait eu des gens qui avaient été tués en nombre. Et voilà, et on a grandi avec ça, en ayant reçu comme de cette façon quelque chose qui avait été là, mais sans que ça soit très dit, très expliqué. Avec cette notion de secret, quoi, de quelque voilà, chose de pas raconter. De silence. Et on a grandi en rencontrant d'autres jeunes de nos âges qui eux aussi étaient détenteurs d'une mémoire de la guerre qu'ils avaient reçue de la même façon, sans qu'elle soit dite forcément, et qui chez certains de ces jeunes, quelquefois étaient très avifs, et quelquefois très antagonistes entre elles, que ce soit des jeunes gens qui étaient les enfants d'anciens harkis, ou des jeunes gens qui étaient les enfants de gens, d'Algériens, qui avaient eux aussi subi la guerre pour la cause de l'indépendance de l'Algérie. Donc voilà. C'est quelque chose de un petit peu particulier aux gens de ma génération, je pense. Et puis, on s'est aussi intéressé à ce qui nous intéressait, ce qui intéressait les gens de nos âges. Et moi, j'ai choisi de faire du cinéma. Et donc, j'ai commencé par faire des films sur d'autres sujets. Puis, à un moment où cette histoire, qui était très tue jusqu'à un certain temps dans l'ensemble de la société française, jusqu'à un moment où cette histoire me rattrape parce que je suis tombé sur un petit livre qui avait été écrit par quelqu'un qui avait vécu cette période, qui s'appelait Claude Sall, qui avait écrit un livre sur son expérience de la guerre d'Algérie. Le livre s'appelle La Trahison. Que tu as mis en... Voilà, je l'ai lu. J'ai adapté au cinéma d'ailleurs. Oui. J'ai appelé l'auteur, l'éditeur, et j'ai demandé à rencontrer l'auteur, et je lui ai proposé de travailler avec moi sur le scénario, puisque c'était en effet une période que moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas très bien. Et donc on a travaillé sur un scénario qui a donné ce film, La Trahison. Et au moment où on travaillait sur ce scénario, il y avait on a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de lectures, on a rencontré des gens qu'il était encore possible à ce moment-là de rencontrer, qui avaient vécu la guerre un peu dans tous les camps. Et puis on a fait le film. Je me rappelle que Claude Sall, à ce moment-là, lui aussi, tout d'un coup avait eu le besoin de raconter cette histoire sur le tard dans sa vie. C'est-à-dire que, comme tous les gens qui avaient vécu ça, il était rentré en cherchant surtout à reprendre le cours de sa vie, retrouver les gens qu'il avait laissés autour de lui, retrouver son travail, etc. Et puis, sur le tard, il avait eu besoin d'écrire ce livre. Et il disait souvent, cette histoire, elle va être oubliée. C'était quelque chose qu'il répétait souvent. Il avait l'impression que cette histoire, il y avait le fait du refoulement, mais il y avait aussi la marche du temps qui faisait que cette histoire, allait être oubliée. Et donc voilà, j'ai tourné le film.
Et puis il y avait un certain nombre de choses que... C'est un film qui s'est tourné avec des très petits moyens. Tu as toujours travaillé avec cette économie, voilà, cette économie qui fait ton cinéma et voilà, ta marque. Hein, oui, mais qui sur des sujets comme ça est quelquefois très frustrante. Et dans les deux expériences, ça a été très, très frustrant. Et moi, j'avais des choses sur lesquelles... des choses que j'avais recueillies, des choses sur lesquelles on avait travaillé avec lui, que je n'avais pas utilisées dans le film ou que je n'avais pas eu la possibilité de tourner, même si on les avait écrites et qu'elles faisaient partie du scénario original. Et donc il y a eu un moment où j'ai eu envie de revenir une deuxième fois sur cette histoire, pas tout de suite, mais c'est revenu par la suite, voilà. Alors, le point de départ de ce projet, la trahison, c'est venu à partir de tout ça. Et à l'époque où je travaillais avec Claude Sall, j'avais lu un petit livre qui s'appelle un petit livre de Robert Lucas, qui s'appelle Arki, mes frères de combat. Et dans ce livre, il y avait quelque chose que je trouvais sur lequel j'avais envie de revenir. Le livre, c'est écrit par quelqu'un qui a été le responsable d'une Arca. Et il racontait en particulier, par exemple, comment les harkis qu'il avait sous sa responsabilité, sous son commandement, c'était des gens assez engagés dans les combats. C'était vraiment des gens engagés dans les combats. Et quelquefois, ces harkis, après avoir intercepté, par exemple, un groupe indépendantiste, quelquefois se substituaient aux gens qu'ils avaient interceptés pour, par exemple, investir un village la nuit, se faire passer pour les gens dont ils avaient pris la place, et pour essayer de cette façon de remonter à des éléments du FLN. Et il y avait quelque chose qu'on pouvait percevoir là-dedans dans ce qu'il rapportait, c'est que ces harkis étaient dans une situation de miroir par rapport à des gens qui étaient leurs adversaires, donc qui pouvaient être les adversaires très, très farouches, mais qui avaient aussi des proximités avec eux. Et donc, ces hommes se retrouvaient dans une situation comme ça, tout d'un coup, de quelque chose de troublant. Ça se percevait, il y avait un trouble, il y avait quelque chose comme ça, presque de schizophrénie. Mais le récit de Claude Sall, c'était une sorte de journal de guerre, un récit donc, qui relatait des faits de guerre, avec quelque chose d'un peu répétitif, comme ça, puisque c'était un petit peu toujours les mêmes choses, des marches, et donc il n'y avait pas vraiment la matière pour un récit à l'écran. Je suis parti de ça, puis après j'ai décidé d'élargir le récit vers quelque chose qui est devenu le film. Voilà. Alors je crois qu'on va laisser avant tout la parole à la salle, parce que je crois que ce soir c'est ce qui est le plus important, c'est peut-être les témoignages, les échanges, les questions, les critiques, enfin tout ce qui vous passe par la tête en tous les cas, parce que c'est ce qui est plus intéressant, c'est que on est tous ensemble justement pour pouvoir s'exprimer. On fait comme ça, on fait comme ça, allez, on fait comme ça, Alors, bonjour à vous, et merci, bravo pour ce film, donc c'est très intéressant. Ayant moi-même un arrière-grand-père qui était combattant du FLN, j'ai pu rarement entendre le point de vue des harkis, de ce qu'ils ont vécu, et je pense que votre film a été un petit peu une ouverture à ça justement, et je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est intéressant que vous interveniez, moi je trouve, parce que vous êtes jeune, et la transmission, tout ce que vous avez, voilà, vous cherchiez une réponse à quelque chose aussi. Oui, justement un petit peu savoir ce qu'ont vécu ces hommes-là, parce que j'en ai souvent, que dans la famille, donc je vous dis, j'en ai très peu entendu parler. J'ai souvent eu l'histoire du côté du FLN, donc voilà, la France a torturé, la France a colonisé, etc. Bon, j'essaie de bien sûr, il y a une part de vérité dans tout ça,
Mais j'estime que côté, voilà, enfin, les harkis ont été un peu, bah, pour ma part, ont été un petit peu délaissés. Et ça, je pense que ça a été une véritable erreur. La France de l'époque a tellement de torts, et c'est peut-être l'expression la pire du colonialisme que d'avoir utilisé des gens contre d'autres qui étaient leurs proches. Parmi les livres que je disais que j'avais lus tout à l'heure, il y en a un qui s'appelle L'épopée silencieuse des SAS, qui justement employait des mots Rasni comme monsieur. Et ce livre a été écrit par un officier français et qui raconte donc cette histoire. Et quand après le cessez-le-feu, il y avait un jeune garçon, un jeune Algérien qui faisait partie de cette SAS, qui a pu se faire engager, qui a pu s'engager dans l'armée parce qu'il répondait aux conditions de célibat. Et donc ce jeune Algérien de un peu plus d'une vingtaine d'années s'est engagé dans l'armée. Il a été envoyé en Allemagne. Et quelque temps après avoir été envoyé en Allemagne, il s'est suicidé. Et l'auteur du livre lui a dédicacé son livre avec cette phrase à un tel pour avoir perdu l'Algérie sans avoir trouvé la France. Donc voilà, c'est une phrase qui... C'était des... D'ailleurs, enfin, il y a des témoignages dans la salle, mais c'était des hommes assez jeunes, en général, qui étaient... Enfin, il y avait un peu tout, c'était... Ils recrutaient plutôt des gens aussi âgés. Oui, des gens aussi âgés. Oui. Voilà. Et moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, justement, d'une partie des harkis, de ce retour en France, justement, qui, moi, m'intéresse énormément, justement, s'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole par rapport à ça. Merci. Avant de peut-être apporter des éléments de réponse à votre interrogation, je souhaiterais revenir sur le film d'une part et peut-être le contexte. Alors, je me présente, Mohamed Baziz, tout simplement. Alors, je suis membre d'une association, dont je tairai le nom, ce n'est pas le propos. Toujours est-il que, Monsieur Faucon, je vous remercie d'avoir ouvert cette page sur l'histoire franco-algérienne. Je crois que le contexte est quand même à rappeler, parce que, effectivement, l'histoire a complètement oublié cette époque, elle l'a mis vraiment sous le boisseau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a victimisé une minorité, en particulier les harkis. On les a cachés pendant un certain nombre d'années en France. Je pourrais évoquer cette période un petit peu, et la plupart peut-être d'entre nous ici. En tout cas, moi j'ai vécu en camp. Toujours est-il qu'il faut rappeler que ces événements d'Algérie, qu'on a ensuite appelés guerre, c'était une guerre civile. Il y avait des scissions au sein des familles en Algérie, mais ces mêmes problèmes se passaient également en France, et on l'oublie assez facilement. Une grande part des Français, on va dire européens, étaient aussi dans cette mouvance d'indépendance de beaucoup de pays, enfin en tout cas des colonies où, sachant qu'il faut quand même rappeler que l'Algérie, ça a été quand même 3 départements, et donc le côté république une et indivisible a été porté au nu, et beaucoup y croyaient. Si aujourd'hui les Basques ou les Bretons ou d'autres régions étaient amenés éventuellement à demander une reconnaissance autre que comme région, je crois que les mêmes problématiques risqueraient d'être apportées. Et donc le contexte était très compliqué, donc je vous remercie d'avoir mis en lumière cet aspect, mais les scissions étaient également en France. Pour preuve, le putsch en Algérie, puisqu'une partie de l'armée, une grande partie de l'armée s'est complètement opposée au parti politique, et durant cette période, il faut rappeler que des chars ont protégé l'Assemblée nationale. Donc on était vraiment en guerre civile. Et donc j'espère que d'autres réalisateurs pourront apporter cet éclairage de cette histoire qui a fait porter le chapeau en fait à ceux qui, soi-disant, ont choisi le mauvais camp.
voilà, pour ce qui est ensuite de l'accueil, ce que je peux témoigner, c'est qu'on a été vraiment, j'avais donc 8 ans en 62, on a été vraiment très mal accueillis. Hein. Alors, pardon, dans le sud en fait, ils étaient principalement dans le sud, et c'était des camps militaires. En tout cas, moi j'ai passé quelques mois dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, hein, c'est pas loin d'Avignon. Ensuite, j'ai passé 3 ans dans le camp de Bias, jusqu'à l'âge donc de 11 ans. D'autres étaient à Rivesaltes, et peut-être Rouen. Enfin, Rouen, c'était pas tout à fait la même chose, puisqu'en fait, il y a eu des regroupements de harkis qui sont sortis des camps pour pouvoir pouvoir travailler, en fait. Hein. Et donc, les regroupements se sont faits au gré, en fait, des relations soit familiales, soit amicales. Et finalement, sur Rouen, il y a une communauté harkie qui est relativement importante, puisque vous n'ignorez pas que la vallée de la Seine était industrialisée, avait besoin de bras. Et donc les harkis ont notablement accompagné le développement économique de notre pays. Donc voilà. Alors si d'autres souhaitent témoigner sur l'arrivée, ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'enfants n'ont pas été scolarisés en tout cas dans les camps, c'était pas vraiment une scolarité. Je pense que d'autres peuvent peut-être témoigner, apporter des éléments de réponse. Hein, voilà. Philippe, tu voulais peut-être rebondir là-dessus. Oui, ben, ce que je peux dire, c'est que monsieur tout à l'heure disait il manque des choses dans le film. Et certainement qu'il manque des choses. Il y aurait tellement de choses à raconter à propos de cette période qu'il y a certainement la matière pour une douzaine ou une quinzaine ou une vingtaine de films qui manquent dans le cinéma français, qui manquent. Mais évidemment, on ne peut pas raconter l'entier, la totalité, la complexité d'un épisode comme la guerre d'Algérie à travers un seul film. Un film, ça n'est qu'un film, ça n'est pas une thèse d'histoire ou de sociologie. Donc, ça n'est qu'un épisode, un reflet. Et donc, certainement, un film, ça ne peut être que le moyen de commencer à s'intéresser à une histoire, mais aucun film n'aura la possibilité de raconter complètement tout ce qui a été ce moment-là, ces 8 années de guerre. Et sur la question des camps, en effet, ça c'est particulièrement quelque chose qui, de mon point de vue, manque dans le cinéma français. Il y a eu des témoignages là-dessus, il y a eu des choses qui ont été recueillies, il y a eu des livres qui sont parus, mais à l'écran, il n'y a rien, pas grand-chose qui incarne ça. Et ça manque, je pense que ça manque. J'ai une amie qui est fille de harki, qui travaille sur un scénario où elle raconte son enfance et son adolescence vécues dans les camps, et en effet, j'espère qu'elle réussira à faire ce film, parce que c'est un film qui doit être apporté. Oui, c'est essentiel. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Monsieur Faucon, merci pour ce film que j'apprécie beaucoup. Et je voudrais revenir un peu sur la fin du film, où vous parlez un peu de ce que je sais, de ce que j'ai vécu à partir de la fin du film. Parce que j'étais un gamin, moi, en Algérie. Et mon ami Bachir qui a raconté son histoire, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais Bachir a été harki, Mohazni. Donc les harkis, c'est pas simplement stricto sensu ceux qu'on a vus dans le film, mais il y a une multiplicité de personnes qu'on appelle les harkis. C'est les Mohazni, c'est les groupes d'autodéfense, c'est les groupes mobiles de sécurité, c'est beaucoup de choses. Et vous avez aussi les élus, les gardes champêtres, tout ça rentre aujourd'hui sur le vocable harki. Pour compléter un peu le récit de Bachir, ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que quand à la fin de la guerre, après mars 62, il a été arrêté dès le mois d'avril. Il a été arrêté en même temps que son beau-frère, Bouzid. Et ils ont été enchaînés tous les deux ensemble. Pris au milieu de la foule, son beau-frère a été quasiment massacré, puisque c'est à coup d'âge qu'on lui a fracassé le crâne. Et Bachir n'a dû son salut qu'à un lieutenant de la LN qui a mis fin un peu au massacre pour permettre à... Et Bachir a été
enfermé dans une prison. En septembre 62, il a été enfermé d'avril à septembre. En septembre 62, il a profité d'une adverse. Les gardiens étaient un peu occupés à autre chose, et il s'est sauvé avec un autre compagnon. Ils sont arrivés en France, et à Marseille. Bachir a gardé son billet d'avion, d'ailleurs, comme un totem. Et puis, ne connaissant personne à Marseille, ils sont montés dans la région parisienne, et là, ils ont vécu comme des étrangers, comme les réfugiés d'aujourd'hui. Il vous disait tout à l'heure qu'il a couché dans un jardin. En réalité, ils avaient pour lit, ils remplissaient des sacs d'herbe et ils dormaient dessus. Pour tout chauffage, dans le jardin, ils avaient un réchaud à pétrole. C'est ça qu'il a vécu, Bachir. Il a vécu ça très longtemps. Il ne le dit pas par pudeur, probablement. Mais en Algérie, pour compléter votre film, quand on voit la famille partir, je me rappelle, moi, enfant, j'avais 10 ans, un soir, à la queue leu, tous les habitants de Mondouar, l'endroit où on habitait, on était autour d'une caserne, on monte vers la caserne. Parce que les massacres avaient commencé. On était arrivé à l'entrée de la caserne, les militaires ne nous ont pas laissé rentrer. Tout simplement parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas le faire. Je rappelle que Pierre Messmer, ministre des Armées, avait envoyé un télégramme le 12 mai interdisant aux militaires de procéder au rapatriement des harkis et de leurs familles. Ce télégramme a été complété le 16 mai par Pierre Jox, qui était ministre des Affaires algériennes, dans le même sens, en disant « les militaires qui désobéiraient seraient sanctionnés ». Ça, c'est des télégrammes qui existent et qu'on n'invente pas. C'est Louis Jox, hein, c'est pas... je n'ai pas dit Pierre, si. Ah, excusez-moi. Je suis troublé, excusez-moi. Mais c'est Louis Jox, effectivement. Celui qui a signé les accords d'Évian. Voilà. Et on a vécu une semaine dans la forêt. C'est vrai qu'on était protégés. Mais on a vécu une semaine dans les bois. Puis après, je ne sais pas qui a pris la décision, ils nous ont laissé rentrer. Et en camion bâché, ils nous ont regroupés dans des camps où il y avait d'autres harkis. Voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé, la fin de la guerre d'Algérie. Et pour venir en France, M. Baziz en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que les camps étaient... à 10 ans, vous arrivez en France, vous ne parlez pas un mot de français. Et on vous scolarise dans un camp où il n'y avait que les enfants de harkis, qui parlaient chaoui, kabyle, arabe, ou d'autres, je ne sais pas quoi d'autre. Et finalement, le seul qui fait des progrès là-dedans, c'est le militaire qui vous faisait classe, puisqu'il apprend à parler ces langues-là. Nous, on n'a rien appris. Une fois que j'ai quitté Rivesaltes, enfin que mes parents ont quitté Rivesaltes, je suis arrivé dans un village du Var, dans un hameau de forestage, ce qu'on appelle les hameaux de forestage, où nos parents entretenaient la forêt méditerranéenne. Et je me suis retrouvé au cours préparatoire à 10 ans ou 11 ans avec mon frère qui en avait 4 de moins que moi. Vous voyez, c'est ça notre scolarité. C'est ça l'histoire que nous traînons les uns et les autres. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui quand on voit les efforts qui sont faits pour accueillir beaucoup de gens. Je ne suis pas contre, hein, je suis pour et j'applaudis tout. Mais on se dit, malgré nous, on ne peut pas s'empêcher de dire, finalement, il y a des 2 poids, 2 mesures. Nous, on a été cachés dans les camps, les hameaux, pendant très longtemps, jusqu'en 75, voire beaucoup plus tard. Et puis voilà, donc... mais en tout cas, je vous remercie pour votre film, et à travers ce film, je tiens vraiment à rendre hommage à tous les officiers, à tous les militaires français qui ont désobéi aux ordres, et qui ont permis qu'aujourd'hui, moi, Mohamed, soyons là aujourd'hui. Bravo. Il y a une petite chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on a évoqué Pierre Messmer, ministre des Armées de l'époque. Et il existe aussi des photos de Pierre Messmer qui remet lui-même des armes aux harkis à un moment où on fait appel à eux pour les envoyer se battre pour la France. Donc
Pierre Messmer en personne remet des armes aux harkis, comme on le voit au début du film. Et le même Pierre Messmer, en effet, après le cessez-le-feu, donne des instructions pour qu'on restreigne les venues en France des harkis. D'accord. Voilà. Donc, en effet, il y a un défaussement scandaleux des responsabilités. Madame. Mais écoutez, monsieur, je vous remercie. Je remercie toute cette assemblée. Je viens d'entendre, finalement, c'est des histoires similaires. Mais je voulais juste... Le mot trahison était important. Hein. Finalement, tout est autour de ce vocable, hein, le mot trahison. On a été bien sûr trahis, et vous le savez tous. Hein. Notre exode était tout à fait malheureuse. Et je voulais vous dire, ce n'est pas seulement le fait de dire que les nôtres, c'était les malgré eux. Parce qu'on le découvre au niveau de votre film, comment les choses s'étaient déroulées. Hein. Là, ma blessure est béante, et là, vous la... Enfin, je veux cacher mon émotion, mais elle s'est réouverte. Elle s'est réouverte parce qu'il y a certains passages de votre film que j'ai vécu. Vous savez, le fait que l'on nous mette dans un camion pour pouvoir nous sauver, etc. Et il y avait des camps d'attente, et on ne savait même pas si on allait pouvoir regagner la métropole. Parce qu'après, c'était les fameux rafiaux, hein, et donc les situations dans les cales de bateaux. Donc le nôtre était, je me rappelle encore enfant, c'était le Sidi Mabrouk. Et les gens, les femmes se plaignaient en disant à leur mari, tu as trahi ton pays. C'était, si vous voulez, c'est devenu vraiment quelque chose de terrible, dans les mêmes familles qui étaient dans les cales. Parce qu'on était, je vous cache tout le désordre qui se passait dans ces cales-là. Arrivé donc à Marseille, on a eu la joie d'être accueillis par des sœurs qui sont venues à nos secours, et ensuite, ils nous ont pratiquement enveloppés dans des couvertures très rêches militaires pour nous accompagner jusqu'à Rivesaltes. Et là, nous étions les familles illégitimes que l'on cachait, que l'on ne souhaitait pas avoir. Et on les laissait dans cet abandon, dans l'enfermement pendant des années. Comme vient de le souligner la personne précédente, je pense que c'est M. Adouche qui a dû dire cela. Donc j'étais à Rivesaltes, et Rivesaltes, on était gamins. Donc on allait dans des écoles, un jour on se retrouvait au CM2, après, donc c'était vraiment la valse des administrations qui a dépassé les 3 temps. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, hein? Il fallait bien les utiliser. C'était dans les camps de forestage, et donc le mien après Rivesaltes, je pense que pour certains qui y sont passés, c'était Gonfaron, le pays des Indes volants. On est resté là-bas, bon, les gens étaient, enfin les harkis étaient transformés en bûcherons. Certains atteints de la tuberculose, etc. D'autres se sont suicidés. Alors vous voyez un peu toute l'anamnèse de ce passé, de ces vécus. Alors comment voulez-vous aujourd'hui, nous, que l'on pardonne à l'État français de nous avoir utilisés et d'être encore en souffrance aujourd'hui, et à 2 reprises, parce que toutes les indemnisations, tout ce dont on parle, toutes les dispositions ne suffiront pas du tout à régler ce problème qui est éminemment humain. La blessure est telle que c'est pas possible, c'est pas à coup de... Moi j'ai été auditionnée à l'Assemblée, j'ai été auditionnée au Sénat, à coup de je ne sais pas, quelques miettes, régler ce problème, c'est très très important. Vous savez qu'on est à la 5e génération, et vous savez, la transmission de cette histoire-là, même nos petits-enfants vont la vivre, parce que la discrimination est encore très importante. Et il y a une concurrence déloyale. Le fait que d'autres viennent, je ne suis pas contre parce que je suis pour la réconciliation des mémoires, viennent, occupent des postes très importants, nous administrent aujourd'hui, donc on n'a plus voix au chapitre. Et toute notre souffrance, on la met de côté. Aujourd'hui, bon, il y a certainement, ça je pense que étatiquement, au niveau de cette dualité, c'est normal que les pays s'entendent, il y a des intérêts qui sont importants. Mais on ne peut pas toujours nous sacrifier. Moi, je vois ici des têtes de personnes dont le père était prenait par le cartable à Rivesaltes, donc, et Abdelrahman est là. Donc, on se connaît tous, si vous voulez. Et ensuite, il y a eu, après ces camps-là, il y a eu des établissements enfin, d'attente, tels que les garçonnières, à Ouassel, tels que Saint-Gilles, les centres de transit. Donc on n'en a pas fini pendant de longues années. Alors comment voulez-vous qu'aujourd'hui, parce qu'on dit que les harkis, il en reste, je viens de l'apprendre, que 4000 harkis vivants, enfin la première génération. Nous, la seconde génération, voire la troisième, la deuxième, on est
impacté par ces problèmes-là, par cette histoire. Voilà ce dont je voulais parler. Mais je vous remercie toutefois parce que le film est excellent et il y a des moments où je me voyais dedans et la souffrance était terrible. Quelque chose, peut-être, Philippe? Oui, bah évidemment, ce qui vient d'être dit là, ça exprime avec vraiment une force qui incroyable et un besoin de faire entendre et de dire quelque chose qui a tellement été nié, c'est tellement honteux. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je crois qu'il y a aussi une chose qui est à dire et à redire, c'est que cette affaire qui est complètement honteuse, elle a eu des conséquences, pas seulement sur la génération qui l'a vécue et qui a été sacrifiée, mais sur les suivantes aussi. D'ailleurs, dans les films de Philippe, t'as énormément montré ça. Depuis dans Fatima, dans Samia, toute la génération justement des enfants, des petits-enfants, ça a été une partie de ton œuvre et de ton travail. Mais moi je ne suis en mesure de montrer que des choses que j'ai entendues. Il faudrait que cette histoire-là soit racontée par les gens qui l'ont vécu et qui en ont souffert. Oui, mais c'est vrai que le témoignage de madame là, et de monsieur, enfin, c'est vrai que la manière dont vous l'exprimez, avec cette classe et à la fois cette violence, ce sont des cicatrices intérieures qui ne peuvent pas se refermer et qui ne se refermeront jamais, et c'est pas avec un simple chèque ou n'importe quoi, enfin voilà, peut-être des vraies excuses, peut-être du gouvernement français, voilà. En tout cas, voilà, maintenant, je pense qu'il est nécessaire, cette histoire, de la regarder vraiment en face, comme toutes les histoires qui ont constitué cet épisode de cette guerre. Il est très important maintenant de la regarder en face et de la dire vraiment. Bonsoir. Les faits de guerre sont toujours odieux et insupportables. Et moi j'ai eu l'avantage de passer l'année 61 dans le sud constantinois, payé par l'État français, et je voudrais dire mon respect pour toutes les catégories, tous les groupes qui ont été concernés par cette histoire. Effectivement, personnellement, je suis plus concerné par ce qu'on appelle les anciens d'Algérie, qui diminuent aussi. Mais il y a tous les gens qui étaient installés en Algérie. Je pense à tous les gens qui sont allés là-bas au titre de la colonisation. D'ailleurs, je m'interroge toujours savoir pourquoi 1830 ou 1832. Mais donc, c'est les gens qui étaient implantés là-bas au titre de la France, c'est les gens qui étaient du lieu, que j'ai connu un petit peu là-bas, c'est les gens qui ont combattu dans un camp et dans l'autre, et effectivement, un respect particulier pour tous les harkis, que j'ai eu l'occasion de croiser de temps à autre. Je n'ai pas vécu avec les harkis, mais j'ai vécu avec des gens qui étaient originaires d'Algérie. J'avais un bon copain qui était originaire d'Algérie. Et quand on est arrivé là-bas, après quelque temps, en France et en Allemagne, il a déserté. Il n'était pas dans le camp où j'étais, mais il a déserté. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus parce qu'il avait subi toute la... Comment dire? C'était des départements français, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. En principe, dans les départements français, il y a la règle d'égalité, en particulier pour l'éducation. Et il n'a pas supporté de ne pas avoir, parce que c'était quelqu'un de fort intelligent, d'avoir une sous-éducation. Et il était devenu, avant l'armée, c'était en 60, il était devenu soudeur.
Il était parti là-bas du côté de Colombe-Béchard, ou ces zones-là. Et il a passé un bon service militaire en France. C'était quelqu'un de fort sympa. Arrivé en Algérie, il a disjoncté, parti avec une Jeep, rattrapé bien sûr, il n'est plus là. Et je voudrais dire que derrière cette affaire-là, c'est difficile à arriver de composer avec les gens qui sont nés là-bas, qui étaient d'origine, origine métropolitaine, les gens qui étaient du pays là-bas, et je trouve que, ce que j'ai compris moi, l'armée française avait quand même une attitude très désinvolte vis-à-vis des locaux. D'ailleurs, vous le montrez dans le début de votre film, la manière dont on recrute. J'ai vécu une période d'incorporation des jeunes qui venaient du BED. C'était insupportable. Insupportable. Et le comportement des gens de l'armée, je ne suis pas sûr que ça venait du commandement, mais les comportements étaient invraisemblables. Donc, ce que je cherche à comprendre, moi, c'est qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Parce que quand je suis revenu en juillet 62, il y avait les événements qu'on entendait à la radio, etc. Mais il y avait des mouvements, y compris en France. Moi, je suis vendéen d'origine. Il y avait des conciliabules dans les châteaux vendéens, dont je n'ai pas connu la teneur, mais qui étaient en lien avec le mouvement de l'OAS, en l'occurrence. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y avait des intérêts financiers, des gens qui étaient les possédants, des intérêts financiers qui étaient mis en cause par le fait qu'on allait se séparer des territoires algériens. Et quand on sait que les moyens qu'il y avait derrière, le plus souvent, avaient été acquis au 18e, au 19e, ou au 17e, 18e, avec la traite des Noirs, et qu'on était dans une période où on reconditionnait un petit peu les structures financières des gens qui avaient des fortunes. On se dit, zut, il y a quand même des choses qu'il faut un beau jour arriver de lever. Et par ailleurs, j'en veux beaucoup aux dirigeants politiques de l'époque. Parce que tout le monde a été berné dans cette affaire-là. Je vous ai compris, mais même ce qui a été fait avant, moi j'en veux à Mitterrand, pour l'époque, j'en veux à Lacoste, j'en veux à quelques autres qui ont donné des directives absolument horripilantes. Alors que dès 1945, on devait comprendre, moi j'étais trop gamin pour le savoir à l'époque, mais dès 1945, on devait comprendre qu'on allait vers une liberté. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Peut-être une question, voilà, madame. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une remarque à faire. En ce qui concerne la fin du film, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un plan ou une scène, du moins, justement, de l'arrivée des harkis en France, notamment dans les camps. Et terminer comme ça, je pense que ça aurait été intéressant. Et pour le coup, peut-être, comme vous disiez, vous ne pouviez pas tout montrer, etc. Mais après, faire un autre film ou aborder justement l'arrivée dans les camps. Mais je pense qu'il faut plus qu'un plan sur cette histoire. Un plan, mais déjà une image. Non, mais déjà une image. Finir sur ça, évidemment, un film après. Après, si vous voulez faire un plan et poursuivre dans le film, au contraire. Après, vous savez, enfin, en ce qui concerne ce film, c'est tourné en 35 jours, avec les moyens qu'on peut trouver dans le cinéma français pour aborder ce sujet. Et donc,
on n'imagine pas, parce qu'on voit un film, on pense que c'est très simple de mettre en place tout ça, mais le moindre de ces plans, c'est une énorme engagement d'énergie. Avec des producteurs qui sont quand même très courageux, parce que ça reste un cinéma d'auteur très, très fragile, et c'est vrai que après, voilà, très difficile à financer et donc, ce voilà, type de film. Oui, et un plan comme celui qui vous manque, ça veut dire trouver un décor qui est celui d'un port d'embarquement, trouver un bateau d'époque, c'est pas rien. Pour un plan, c'est un coût et une mise en œuvre de moyens qui sont énormes et qui n'étaient pas dans les moyens de ce film. Moi, je remercie monsieur de son film, parce que bon, c'est vrai qu'il manque l'arrivée. Il a vu dans les camps, parce que les gens qui étaient embarqués dans les camps, c'était une double peine, parce que les enfants n'allaient pas à l'école, ou même s'ils allaient à l'école, ils ne comprenaient rien, ils ne parlaient pas français. Et la personne qui leur faisait la classe ne parlait pas leur langue aussi. Bon, je trouve que ça fait 60 ans, et le sujet harki, c'est toujours tabou. Pour les petits-enfants et les descendants des harkis, on a toujours du mal à dire aux petits-enfants, vos grands-parents sont des harkis. Et eux-mêmes, ils ne le disent pas non plus. Donc, après 60 ans, le sujet est toujours tabou. Et la vie des harkis dans les camps, que ce soit à Bias ou à Rivesaltes, c'était l'enfer. Ça ne pouvait pas progresser, ni c'était la prison en fait. Voilà, je vous remercie de votre film. Merci madame. Oui, ben, je pense que ce film, il le faut. Moi, je vais faire tout ce que je pourrais pour que cet ami que j'ai, dont c'est l'histoire, arrive à réaliser le sien. Non, merci beaucoup pour le film, et puis surtout je vous remercie à toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole pour témoigner. Moi je l'ai dit un peu en introduction, mais à chaque fois qu'on fait des événements sur ce sujet, il y a beaucoup de témoignages très concrets, très forts et très émouvants. Et nous avec Elisabeth Labeille, même si pour l'instant on n'a pas les moyens, mais on aimerait bien faire un documentaire sur ce sujet, ou permettre en tout cas à ce qu'un documentaire puisse voir le jour sur ces témoignages à l'échelle locale. Et en tout cas vous dire qu'on va... Là, il y a une captation ce soir, je crois, des échanges, justement, parce qu'on ne veut pas perdre toute cette matière. On ne sait pas encore ce qu'on en fera, mais voilà, c'est des témoignages qui valent la peine d'être entendus et d'être dits. Et comme vous l'avez dit, cette expérience, au fur et à mesure des années, voilà, elle disparaît aussi parce que les gens disparaissent. Et donc, vous dire qu'on garde tout ça, et que si vous avez des témoignages, des choses que vous voulez apporter à ce travail de mémoire qu'on fait à l'échelle locale, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse peut-être en faire quelque chose, j'espère, peut-être des podcasts, je ne sais pas encore ce qu'on en fera, et peut-être qu'on aura aussi quelqu'un qui viendra nous voir pour qu'on le fasse avec un professionnel. Mais voilà, c'était juste pour vous remercier. Merci madame, on va passer. Merci, je vous remercie. Il y a eu en effet de très belles interventions. Il y a eu de très belles interventions. Très belles interventions. Et c'est une très bonne idée que d'avoir filmé. Ouais. Parce que voilà, quelque chose reste. Oui, permettez-moi de vous remercier pour ce film qui a le mérite de lever un pan d'histoire qui est le plus précis et le plus actuel de la situation. Cependant, l'histoire à elle seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une suite. Une suite, les gens tirent des leçons des histoires. Nous prenons l'exemple de la guerre, la deuxième grande guerre. 2 nations se sont battues et le résultat a été un lien total, quasi absolu de fraternité. Il faut nécessairement, d'après mon point de vue, puisque j'ai vécu une situation, mon père est un martyr de la Révolution. J'ai épousé une fille d'Arki depuis 42 ans. Et je ne veux pas parler de pardon, je veux parler de réconciliation. Votre film aura le mérite d'ouvrir une voie de réconciliation entre les deux peuples qui, quelles que soient leurs opinions, sont condamnés à s'entendre,
à travers les deux rives de la Méditerranée. Voilà mon appel. Maintenant, un petit signe à Laura. Laura qui a la charge de la mémoire. Ma chère Laura, je crois que tu as fait une petite bêtise en ne consultant pas Louisa au niveau du passé, de l'histoire. Hein? Et il faudrait maintenant, vous rattraper toutes les deux, rattrapez-vous pour la mémoire, la réconciliation. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Mais ça va s'arranger. Merci. Philippe, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur ça? Non, parce que c'est très beau ce que vous dites, monsieur. Hein. C'est vraiment très touchant. Moi, je suis un peu bouleversé parce que c'est vers ça qu'on a envie d'aller. Oui, bien sûr. Non, moi, je n'ai pas envie de rajouter quelque chose à ce qu'a dit monsieur. Je n'ai qu'à le remercier, oui, de son intervention. Alors c'est marrant, tout à l'heure, si on parle un peu cinéma, parce que ça nous intéresse aussi, l'histoire du cinéma. Tu parlais tout à l'heure de la représentation hein, de la guerre d'Algérie, en tous les cas, pas forcément des harkis, mais pas que les harkis, mais dans l'histoire du cinéma. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaristes hein, qui ont filmé les camps. Il y a certainement des images sur les camps de Rivesaltes, hein, certainement, ça doit exister, mais il y a beaucoup d'images sur les bidonvilles, hein, fin des années 50, en tous les cas, début des années 60, autour de la périphérie parisienne. Il y a énormément d'images. Nanterre, on parle de Nanterre. Et moi, j'ai un souvenir d'un documentaire qui s'appelait Les enfants des courants d'air d'Edward Luntz. On peut le trouver. Je ne sais pas si tu connais ce film, Les enfants des courants d'air. Je connais le titre. Ouais, non, c'est vous pouvez le voir parce que je crois qu'en tapant sur YouTube, on le trouve ce film. Et on montre bien là, toute la problématique des bidonvilles et des familles issues qui sont venues d'Algérie, enfin en tous les cas, qui ont été mis dans ces camps à la fin des années 50 en tous les cas. Et puis on pense aussi à ce film, je trouve, qui était une fiction, mais qui était quand même assez belle et assez juste. C'est le film de Michel Drac, Élise ou la vraie vie. Ouais, moi je trouve qu'il mériterait d'être avec Marie-Josée Natte, qui était d'ailleurs, c'était des gens hyper engagés à l'époque. Hein, Michel Drac, c'était quelqu'un de très engagé dans la cause. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Philippe? Peut-être une dernière ou... Non, mais alors... Madame, moi, si vous permettez... Non, mais c'est peut-être... Voilà. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier. Alors moi, je suis une fille d'immigrés. J'ai connu une autre histoire, mais effectivement, votre film était extrêmement émouvant. Puis je trouve que quand même, votre travail est à souligner. Hein. Vous avez rappelé le contexte dans lequel vous l'avez fait, un contexte assez compliqué, avec un temps aussi court. Donc pour ça, bravo. Dans un temps aussi court, avoir ce rendu de qualité. Donc je tenais à saluer votre travail. Et puis c'est vrai aussi d'avoir ce film parce que très souvent, moi je suis une fille d'immigrés, on a cette vision un peu manichéenne de se dire que pardon, le Felaga c'est celui qui a combattu pour l'honneur de son pays, donc il a de quoi être fier puisqu'il a combattu pour la liberté. Et puis le Harké, c'est plutôt celui qui a trahi, comme l'a rappelé Louisa Mamri tout à l'heure, trahi son pays. Et c'est vrai que la France n'a pas donné la possibilité à ces harkis, à ces combattants aussi, hein, pour la France, d'être fiers d'avoir combattu aux côtés et au sein de l'armée française. Et je pense que ce type de production, ça passe par le cinéma, mais aussi par d'autres moyens de communication, mais est important. Ce travail de mémoire est important, puisqu'il faut pouvoir faire comprendre aussi aux générations à venir, aux générations d'aujourd'hui aussi, que la réalité n'est pas aussi manichéenne et qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre.
Et je pense que vous avez su vraiment, avec une finesse extraordinaire, de le rappeler. Alors en peu de temps, c'est vrai que moi j'aurais aimé avoir une suite. Je pense que vous l'avez compris, M. Faucon, on souhaite avoir ce film-là qui puisse effectivement traduire du coup l'arrivée de ces familles qui ont été arrachées, en tout cas poussées à quitter leur pays pour leur survie en fait. Et la France, il y a encore un travail en fait de la part de notre pays d'enfin poser les choses et de dire que effectivement les harkis n'ont pas été traités, n'ont pas été accueillis comme ils auraient dû l'être, et que cette trahison finalement elle est encore, Louisa l'a dit tout à l'heure, une cicatrice béante en fait, non seulement pour les harkis, pour les enfants d'harkis, pour les petits-enfants aussi. Et moi je le vois de l'extérieur parce que je comprends cette histoire, mais c'est pas l'histoire de ma famille, mais je le comprends encore plus aujourd'hui quand je vois les jeunes, hein, quand je vois par exemple la nièce de Louisa Mamry qui porte aussi cette histoire et qui porte aussi surtout cette incompréhension, cette incompréhension. Et effectivement, voilà, indemniser les familles, réserver des quotas à des enfants d'harkis dans les administrations. Je pense en réalité qu'on est bien en deçà de ce que souhaitent aujourd'hui les harkis, en tout cas en termes de reconnaissance vis-à-vis de la France. Et encore bravo pour votre travail. Et bien on attend la suite. Pour le prochain. Merci, merci Alain. Merci à vous, merci pour l'intervention. Maître Mansouri, merci. Vraiment, merci pour votre intervention parce que ça résume vraiment énormément de choses. Et entre autres, je trouve on pourrait juste faire peut-être une petite brève sur justement sur les générations à venir, parce que comment on peut se construire quand on est aujourd'hui issu d'une famille où il y a eu des gens qui sont venus d'Algérie, qui ont été bafoués, qui ont été violentés, tués, pas reconnus, et comment aujourd'hui on peut dire, passer à ses enfants, ses petits-enfants, ceux qui arrivent, qui vont peut-être naître demain, et qu'est-ce qu'on leur raconte, voilà, qu'est-ce qu'on leur dit, et je trouve que le film de Philippe, il est en effet, il est fait avec énormément d'humilité, parce que c'est tout le travail. Il faut vraiment aller voir les films de Philippe Faucon, je me permets, parce que c'est vraiment un très grand cinéaste, et il arrive avec très peu de choses, très peu de moyens, et à raconter, à synthétiser toute une histoire, et c'est valable dans tous ses films. Et voilà, je crois qu'il y a un boulot énorme à mener, et tous les problèmes qui sont à l'heure actuelle dans cette pseudo-société française, et je crois qu'ils viennent de là, c'est parce que les gens ne se parlent pas, et il n'y a pas eu cette reconnaissance, et vous l'avez tellement bien exprimé, vous madame, ça c'est cette manière, il n'y a pas pays qui ne reconnaît pas les siens, on peut absolument rien construire, s'il est clair que c'est absolument impossible. Il y a une dernière question là-bas, oui. Je voulais dire que je pensais au livre et au film qui a été adapté à partir du livre Le Gaune de Chabat, Gazous Béga, qui parle de ses enfants. C'est vraiment le sujet, puisque c'est autobiographique, de ces enfants qui vivent avec leurs parents harkis dans ces camps. Alors je ne sais plus où ça se passe exactement en France, et qui sont scolarisés. Donc le problème avec l'instituteur, effectivement, qui ne les comprend pas, et que les enfants ne comprennent pas non plus. Et donc Gazous Bégagne, lui, est un petit français, mais qui est tellement amoureux de la langue française, qui devient un élève très brillant. Et c'est lui qui fait la lecture à son père, qui ne parle pas, enfin, qui ne sait pas lire et écrire français, qui fait la lecture. Et c'est comme ça qu'il est devenu un très bon élève, d'ailleurs, parce qu'il est obligé enfin, entre autres, de parler des journaux avec ses parents. Et puis il a fait des études très brillantes, puisque je crois qu'il est même devenu ministre je ne sais plus, voilà. Et il se faisait insulter parce qu'il était bon élève par ses petits camarades, enfin en tout cas c'est ce qui se passe dans son livre et le film, qui étaient moins bons que lui, qui avaient beaucoup plus de mal, on peut le comprendre, à s'intégrer, à apprendre le français. Voilà.
Et bien voilà, un film à programmer ici. Moi je ne l'ai pas vu. Allez, une petite dernière. Allez, une petite remarque. Merci pour votre intervention, madame, sur Azouz Begag. À ceci près qu'Azouz Begag, ce n'était pas des harkis. Oui, c'était l'immigration économique algérienne qui était dans les bidonvilles du côté de Lyon. Non, c'était des bidonvilles. C'est des bidonvilles dans la banlieue de Lyon, ville urbaine de mémoire. Et donc, effectivement, les uns et les autres, on a connu les mêmes épreuves, on a connu les mêmes difficultés, à ceci près que nous étions enfermés dans les camps sous administration militaire et nous l'étions scolarisés contre nous. Dans certains camps du sud de la France, il faut que vous le sachiez, les enfants de harkis étaient scolarisés entre eux. De nombreuses communes ont refusé de les accueillir dans l'école municipale, dans l'école publique. Et ça, dans le sud de la France, ça s'est passé partout, quasiment. À Saint-Maurice-l'Ardoise, à Bias, à Jouques, par exemple, pas loin d'Aix-en-Provence, les enfants de harkis n'étaient qu'entre eux. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'ils réussissent leur vie économique, leur vie sociale, puisqu'ils étaient à l'écart, et c'est l'instituteur qui venait dans le camp pour leur enseigner. C'est ça la difficulté. Azouz Begag, lui, a eu la chance, effectivement, de fréquenter l'école publique avec tous les autres. Il était... Oui, je comprends les difficultés qu'il a dû rencontrer. J'en suis conscient. Quand je suis arrivé à Rouen en ayant quitté le camp, j'ai connu les mêmes difficultés. On a rencontré les mêmes difficultés. Sauf que la vie dans les camps, nous étions sous administration militaire, nous étions... Je veux dire, nos parents n'étaient pas libres de sortir. Et je vais vous raconter une histoire qui était édifiante. C'est Xavier Camira a longtemps dirigé une association d'aide aux harkis ici à Rouen. Un jour, nous revenions de Paris tous les deux, et il m'a raconté, il me dit, tu sais, qu'une famille de harkis de Rouen en 1966 a été expulsée vers l'Algérie. Tout simplement parce que le père allait souvent à la préfecture réclamer des aides. Le chef du bureau des rapatriés de la préfecture de Rouen a pris sur lui de le faire expulser. C'est dégueulasse. Ça s'est passé à Rouen en 1966. Voilà, je crois qu'on va remercier Philippe parce que... C'est moi qui vous remercie. Non, mais tu nous as... oui.